Marie-Laure Desbrosses, qui vient nous parler de ce sujet très chaud de la réforme des retraites, mais sous l'angle qui est finalement peu abordé, peu entendu, les répercussions sur les mères de famille. Vous venez là en tant que porte-parole bénévole de Make Mothers Matter, MMM France, héritière du mouvement mondial des mères, que l'on connaît depuis fort longtemps, qui se bat pour enfin c'est vous qui allez le dire mieux que moi encore. Voilà, je voudrais vraiment qu'on ait du temps parce que je trouve que dans ce débat, les mères de famille ne savent pas forcément à quelle sauce elles vont être mangées. C'est quelque chose qui passe à la trappe et on ne sait pas véritablement quels sont les points sur lesquels il faut se battre. Donc vous allez nous donner un bon aperçu de ce qui nous attend et les points qu'on peut encore faire bouger. Donc Marie-Laure Desbrosses, je vous remercie infiniment d'être venue ce matin pour nous éclairer. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous parliez de ce nom. Donc Make Mothers Matter, MMM, héritière du mouvement mondial des mères. Pourquoi avoir choisi un nom anglais ? Expliquez-nous tout cela. Alors c'est un nom un peu sauvage en français. Simplement, on est une ONG internationale, on a un rôle consultatif général à l'ONU, on est présent à l'UNESCO, on est présent à la Commission européenne, et dans toutes ces instances, l'anglais, on peut le regretter, mais en tout cas, l'anglais domine. Et donc, World Movement of Mothers, ça marchait moyennement, et parce que et donc, ce mouvement mondial des mères, on a cherché une façon de le traduire en anglais, et en disant Make Mothers Matter, c'est l'idée que les mères comptent, et nous voulons défendre la place des mères dans la société, leur rôle auprès de leurs enfants, ce que nous faisons. Enfin, l'origine d'MMM, c'est de vouloir que les mères jouent bien leur rôle pour que, à la fin de tout, il y ait la paix. On ne met pas des enfants au monde pour qu'ils aillent se taper dessus les uns les autres, et donc on veut que les mères puissent avoir leur place, puissent jouer leur rôle auprès de leur famille et dans la société. Alors, sans rester trop longtemps sur cette question de la francophonie, je vous pose quand même une question. Est-ce qu'au départ du mouvement mondial des mères, les débats, lorsque vous vous retrouviez avec des associations internationales, étaient en français et maintenant ils sont en anglais, ou bien ils ont toujours été en anglais ? Dites-nous, ça m'intéresse ça sur le plan de la francophonie. Alors, il y a 70 ans, j'étais pas là. mais oui, à l'ONU, il y avait une part francophone plus importante. Ouais. Aujourd'hui, tout se passe en anglais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu une perte de terrain quand même de ce côté-là. Est-ce que c'est les pays africains qui sont moins présents ? Vous ne savez pas ? Je sais pas vous dire. Ouais. Enfin bref, donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la réforme des retraites. Donc il y a des informations qui tombent un petit peu tout le temps. Là, on vient de revenir sur finalement l'aspect sémantique, âge pivot, âge d'équilibre. Est-ce que ça change véritablement quelque chose ? Déjà, dites-nous ce que vous en pensez, vous, Marie-Laure Desbrosses. Ça change quelque chose, ça ? Alors, je suis pas une technicienne, et comme ça change toutes les 3 minutes et que le gouvernement dit des choses sans préciser les détails, en mettant beaucoup de choses dans des ordonnances futures, c'est un peu une nébuleuse. C'est très flou. Pas grand-chose. J'essaye déjà de comprendre la partie droits familiaux et qu'est-ce que ça va changer pour les mères et pour les familles. Et déjà, ça, c'est un gros boulot. Et puis là aussi, il y a eu des changements entre décembre et maintenant. Apparemment, le gouvernement serait revenu sur cette première idée qu'il avait de retarder les pensions de reversion pour des personnes qui se seraient retrouvées veuves avant 62 ans. Attendre 62 ans pour qu'elles puissent avoir les pensions de reversion de leurs époux morts. Ça, apparemment, le gouvernement est revenu là-dessus. C'est ferme, ça, ou pas ? Oui. Alors, c'est ferme. En tout cas, dans le texte de loi qui a été déposé au Conseil constitutionnel et qu'on a donc découvert il y a 3 jours, on a découvert 2 bonnes nouvelles. La première, c'est le fait que la réversion, en effet, sera possible dès 55 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. Ils avaient envisagé de la passer à 62 ans, ce qui était extrêmement dangereux pour les mères qui n'ont pas travaillé ou peu travaillé et qui perdent leur conjoint précocement. Il faut savoir qu'il y a 84 000 femmes aujourd'hui de moins de 62 ans qui bénéficient de la réversion. Donc le veuvage précoce, c'est triste, mais malheureusement ça n'est pas arrive. Marginal. Ouais. Voilà. Et donc c'est très important, notamment pour les mères de famille, notamment quand elles ont plusieurs enfants et qu'elles ont passé pas mal de temps à s'occuper de leurs enfants, de savoir qu'elles n'auront pas rien si elles ont le malheur de perdre leur conjoint. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans le projet de loi et dans ce qu'avait présenté le gouvernement au préalable, ils avaient oublié les mères de familles handicapées. Les mères de familles d'enfants handicapés qui prennent du temps pour s'occuper elles-mêmes de leur enfant au lieu de le placer en institution.
elles ont droit aujourd'hui à une cotisation de retraite. Ce n'était pas dans le projet de Levoy, ce n'était pas dans ce qui était présenté par le gouvernement en décembre. Et c'est dans le texte qui a été déposé il y a 3 jours au Conseil constitutionnel. Donc c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, ça se passait comment pour ces personnes? C'était intégré dans les trimestres, non? Il y avait quelque chose comme ça? En fait, pour les parents d'enfants handicapés, quand vous êtes à la maison et que vous vous occupez vous-même de votre enfant handicapé, vous avez une allocation de présence parentale et la CAF cotise pour vous à hauteur du SMIC pour votre retraite. C'est la moindre des choses pour ces parents qui s'engagent pour leur enfant, sachant qu'on sait très bien ce que coûtent les instituts dans lesquels sont placés les enfants, qui coûtent extrêmement cher à la collectivité. C'est la moindre des choses de reconnaître le travail que font les parents en lieu et place de ces instituts. Et on sait aussi qu'un enfant dont les parents s'occupent et s'engagent pour s'occuper de lui a plus de chances de s'intégrer, d'aller au bout de ses possibilités qu'un enfant dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Je pense à quelque chose en vous entendant, Marie-Laure Desbrosses. On a vraiment l'impression aujourd'hui que tout ce qui n'est pas sonnant, trébuchant, tout ce qui ne se traduit pas par une rémunération, ce que je vaux, ce que je produis, ne compte pas finalement. Dans ce calcul des retraites, le travail quotidien d'une mère auprès d'un enfant handicapé ou d'une famille nombreuse ou de ses enfants, c'est... Finalement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi une retraite? C'est rien, ça existe. C'est quand même très ancré maintenant dans les mentalités. Vous le disiez, Isabelle Péissy du Rosas tout à l'heure. Vous disiez finalement, aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre du don n'a a priori pas de valeur. On revient à cela. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie-Laure Desbrosses? Alors, le premier endroit où ça se voit, c'est qu'à la table des négociations à Matignon, il n'y a que les syndicats, c'est-à-dire on ne parle que du travail. Et les associations familiales, en tout cas l'UNAF qui représente les associations familiales, rencontre de temps en temps le Premier ministre, mais c'est en dehors des négociations globales et comme si la famille n'était pas importante. Il y a une énorme erreur qui est faite, vous le croirez ou pas, mais dans le rapport de Levoy, il n'y a pas une ligne pour dire d'où viennent les retraites. Ah oui. On parle je cotise, et un jour j'ai une retraite. Et personne n'explique d'où vient cette retraite. Les cotisations aux retraites qu'on verse chaque mois, ou que les entreprises versent chaque mois, ne garantissent en rien d'avoir une retraite demain. Ce qui fait qu'on a une retraite, c'est 2 choses. Par notre travail et nos impôts, on paye. Ça permet à l'État de financer des maternités, des écoles, etc. Tout ça, ça va permettre à la génération qui vient de se former et un jour de s'insérer professionnellement et de financer des retraites. Et la deuxième chose, c'est que pour remplir ces maternités, ces écoles, ces universités, il faut que des familles accueillent des enfants, qu'elles les élèvent, qu'elles les éduquent un minimum pour pas qu'ils finissent en prison, qu'elles les accompagnent dans leurs études pour qu'ils finissent pas au RSA ou au chômage permanent. Et qu'elle leur fasse aimer suffisamment la France pour que les plus diplômés d'entre eux ne partent pas tous à Singapour ou au Canada. Ouais, ça, j'aimerais vraiment si nous n'avons pas tout ça, les auditeurs entendent bien ça. Demain. Oui, voilà, entendent bien cet aspect-là. C'est très intéressant. Vous le développez magnifiquement sur tous vos supports, Marie-Laure Desbrosses, de MMM France. Comment on peut vous retrouver? Là, je voudrais vraiment que les auditeurs repartent après cette émission avec des outils, des arguments, des choses à diffuser sur les réseaux sociaux. Je trouve que vous avez fait sur Facebook notamment de courts argumentaires qui sont excellents. Comment peut-on les retrouver? Alors, plusieurs choses. On a un site internet www.mmmfrance.org sur lequel, à la une, il y a un cartouche sur vous retrouverez toutes nos publications sur les retraites. Et pour les auditeurs qui sont présents sur Facebook, on a également une page MMM France sur Facebook et on a fait une page spéciale. En fait, cette réforme des retraites est tellement compliquée, les gens comprennent tellement rien, qu'on a fait une page dédiée qui s'appelle Réforme des retraites et maternité, sur lequel on explique point par point les points de la retraite. Pour que les gens comprennent, parce qu'on a bien le sentiment qu'une des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent peu, c'est parce qu'ils comprennent strictement rien et que du coup ils ont du mal à s'y intéresser. Mais tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien, un petit peu, non? Je confirme que plus ça va, plus les rapports font 300 voire 800 pages pour que personne n'ait le courage de les lire et prenne les conclusions comme argent comptant. Ouais, c'est même j'ai vu un échange au Sénat entre Laurence Rossignol, dont on pense ce qu'on veut, c'est pas forcément une référence. Surtout Laurence Rossignol,
voilà. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement percutante face au secrétaire d'État, dont j'ai oublié le nom. Pietraszewski. C'est cela. L'autre jour, donc, qui est venu présenter son rapport au Sénat, elle l'a interrogé magnifiquement sur la question des femmes. Il a été incapable de répondre. Elle a repris la parole pour réinterroger, pour montrer tous les points auxquels il n'avait pas répondu. C'est une vraie catastrophe. Et là, ça fait très peur. Parce qu'on se dit, ces gens-là, ils sont entrés dans le magasin de porcelaine. On sait très bien que dans ce domaine, on touche un levier, on en actionne inconsciemment 15 autres. Et il n'y a aucune maîtrise. C'est terrible. Terrible. L'Institut de protection sociale, avec Bruno Chrétien, a fait une extraordinaire étude qui est parue le 25 novembre, démontrant que la retraite allait pénaliser les mères. Et le gouvernement ne l'a pas dit officiellement, mais ils ont reconnu dans toutes les rencontres qu'ils ont pu avoir avec cet institut que les calculs que faisait cet institut étaient justes et que les mères seraient pénalisées par la réforme, du moins si elle reste en l'état où elle est. Oui, c'est ça. Donc pour vous retrouver, vous nous l'avez dit, oui. Réforme des retraites et maternité. Sur Facebook. Si je tape ça, je vais aller directement. Oui. Bon. On pourra lire justement cette lettre ouverte que vous avez écrite à Pierre. Redites-moi son nom. Non, Pietraszewski. Oui. Vous m'avez dit Pierre, c'est pas ça. Non, pardon. Laurent Pietraszewski. Voilà, et où vraiment vous rappelez tous ces points qui sont encore en mouvement. C'est ce qu'on se dit, puisqu'ils ont changé ce projet pour la reversion. Peut-être d'autres peuvent être changés. Alors moi, je pense que oui. En tout cas, le gouvernement nous dit qu'il y a une enveloppe dédiée aux droits familiaux et que dans leur esprit, cette enveloppe doit être maintenue. Donc, en tout cas, quand on lit les propositions qu'ils font, il est clair que je ne sais pas où est passée l'enveloppe, mais en tout cas, ils ne s'en servent pas comme il faut. Donc, nous, on est en train de faire des propositions. On sait qu'il n'y a pas un argent infini, mais on veut que l'argent qui aujourd'hui est utilisé pour reconnaître le temps et l'argent que les familles consacrent à leurs enfants soit toujours en vigueur demain, et de préférence de façon la plus lisible possible. Parce que je trouve plus efficace une réforme des retraites dans laquelle les familles ont une lisibilité et disent ça c'est la reconnaissance du temps qu'on passe, ça c'est la reconnaissance de l'argent qu'on investit dans nos enfants. En plus, ça favorisera le fait que les gens se disent alors donc on peut avoir confiance et aller au bout de notre projet familial et accueillir les enfants qu'on a le souhait d'avoir. Vous avez une communication très raisonnable, justement. C'est cela où j'imagine que ça doit quand même ouvrir les oreilles. Vos propositions, là je vois 7 propositions. J'aimerais bien d'ailleurs que vous les décliniez si vous pouvez, pour que nos auditeurs entendent et sachent les relayer. Alors avec plaisir. Oui, dites-nous. Allez-y. Alors il y a une première proposition qui est extrêmement simple, qui coûte strictement rien, qui consiste à faire participer des mères et les associations familiales à la table des négociations. Ça paraît élémentaire. Ne serait-ce que pour reconnaître que le travail c'est très important que des gens travaillent, sinon demain il n'y a pas de retraite, mais c'est très important aussi que des gens aient des enfants et s'en occupent. Et qu'on reconnaisse le fait qu'ils le font à deux, parce que c'est bien gentil de vouloir aussi tout intellectualiser, mais enfin c'est tout de même à deux que l'on fait ses choix. Oui. L'homme par la femme par l'homme, enfin voilà, ce sont des choix familiaux et qui après qu'on assume ensemble. Et là aussi, il faut une sécurité dans le temps. Enfin, c'est fou. Vous montrez dans une de vos communications, donc je reste sur ce point 1, participation des mères aux négociations, vous montrez des tables avec pas une seule femme autour de la table. Ouais, c'est une photo qui est parue dans le Parisien au mois de décembre et qui montre une table avec 100% d'hommes. Pour discuter de l'avenir des retraites. Voilà, dans un gouvernement, le président de la République a dit que l'égalité homme-femme était une grande cause du quinquennat. Ouais. Et il peut faire une table de négociation avec 40 personnes, tous des hommes. C'est quand même assez extraordinaire. C'est incroyable. Bon, ils ont fait attention parce que désormais, ils mettent 2 ou 3 femmes. Ouais. La plupart étant des ministres, donc ce n'est pas des gens qui viennent négocier, c'est des gens qui appuient ce que dit le gouvernement. Puis voilà, c'est de la com. Après, c'est de la com. Ils se sont dit, oulala, ça affiche mal, on va en glisser quelques-unes. Il n'y a rien de plus détestable que donc on aime fausse parité. On aimerait participer et d'ailleurs, on a des propositions à faire. Alors, je vais passer au point 3 d'abord parce que c'est plus clair de commencer dans ce sens-là. Aujourd'hui, toute mère qui accouche
a le droit à 8 trimestres de bonification pour sa retraite. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'à partir du moment où vous avez des enfants, ça va vous prendre du temps. Alors, ça ne vous empêchera pas de travailler à plein temps pour certaines, ça dépend quel est votre travail, ça dépend de l'aide que vous avez de votre famille, mais de toute façon, un enfant, ça va vous prendre du temps et ces trimestres sont là pour le reconnaître. Ces trimestres, ils permettent, si vous avez des interruptions de carrière, de combler une partie des trous. Et sinon, si vous travaillez toujours sans vous arrêter, ça vous permet de partir un peu moins tard à la retraite. Et donc, c'est une façon de reconnaître la forme de pénibilité, même si c'est pas pénible d'avoir des enfants, mais d'avoir une double journée de travail d'abord et de s'occuper de ses enfants est une forme de pénibilité. Cette bonification, cette majoration de 8 trimestres pour les salariés ou 4 trimestres pour les fonctionnaires, elle est supprimée par la réforme, terminée, comme si un enfant demain ne prendrait plus de temps. Or, on a des chiffres en France et en Europe, les femmes travaillent en moyenne 5 années de moins que les hommes. Comme vous savez qu'elles ont en moyenne un peu moins de 2 enfants, vous voyez bien que le temps... c'est le fait de s'occuper de leurs enfants qui fait qu'en moyenne, les femmes ont 5 années de carrière de moins que les hommes. Donc cette reconnaissance de 2 ans attribuée à chaque femme qui a un enfant, elle n'est pas là pour rien. La supprimer, c'est totalement, totalement injuste. Et comme demain, on va demander aux femmes, comme la carrière avec la retraite à points va être lue pendant 42 ans, c'est très, très important. C'est encore plus important qu'avant de reconnaître qu'un enfant, ça prend du temps et de donner quelque chose. Donc, nous, on fait une proposition très simple. On dit donner à chaque mère qui accouche 1000 points. Qu'est-ce que c'est que 1000 points ? 1000 points, c'est 2 ans de salaire moyen. Enfin, c'est les cotisations retraite équivalentes à 2 ans de salaire moyen en France. Parce que c'est pas parce que vous gagnez très bien votre vie ou très mal votre vie que votre enfant vous prend plus de temps. Un enfant prend le même temps, quel que soit votre salaire. Ça, c'est un point essentiel. C'est comme pour les allocations familiales. C'est des allocations pour tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre. Ça n'a rien à voir. Ça aussi, dans les mentalités, tout ce qui est à réaffirmer, tout ce qui est à reconstruire. Mais ça va loin. Je suis peut-être un petit peu parano, Marie-Laure Desbrosses. Vous m'arrêtez si vous le pensez. Mais je me dis, en vous entendant dire, c'est comme si on considérait qu'il n'est pas... on oubliait qu'il y a une pénibilité, etc. On peut très bien nous dire, mais les amis, ne vous inquiétez pas, nous, on va vous décharger de vos enfants beaucoup plus tôt, l'école beaucoup plus tôt, la collectivité beaucoup plus tôt. Vous voyez, je me demande si à la clé, il n'y a pas un peu aussi... C'est plus grave que ça. Ouais. Vous êtes plus parano que moi ? Non, parce que je suis positive et que j'essaye de faire des propositions positives. Mais sur les naissances, c'est beaucoup plus grave que ça. Quand on va avoir les chiffres dans un mois, on va s'apercevoir qu'à fin décembre, nous avons eu 80 000 naissances de moins qu'il y a seulement 7 ans. C'est ça. Et quand on en parle, alors le gouvernement ne dira jamais officiellement qu'il ne veut pas faire de politique nataliste, mais en tout cas dans les couloirs des gouvernements, ils le disent en disant « Ah, mais pour la planète, c'est quand même pas si génial que ça d'avoir plein d'enfants. » Et donc, nous ne voulons pas favoriser la natalité. Mais ensuite, ils ne font pas le lien avec le fait qu'il y a moins de cotisants, donc il y a moins de retraites. Et donc, ils sont très embêtés parce qu'ils ont moins de cotisants et donc ils sont obligés de réduire le gâteau qu'on va partager entre tous les retraités. Voilà. Et ils voient bien la difficulté avec tous les mouvements sociaux en cours, que quand le gâteau se réduit, tout le monde dit « Ah, mais pas ma part, touchez pas ma part ». Mais ils ne s'aperçoivent pas que si on fait peut-être des choses assez simples, il est peut-être possible d'aider les Français à avoir les enfants qu'ils veulent avoir. Les Français veulent en moyenne 0,5 enfants de plus que ceux qu'ils ont. Ouais, c'est ça. On est à 1,8 enfant par femme. Si vous rajoutez une partie de ces 0,5, on est au-dessus du taux de remplacement des générations et on n'a plus les problèmes de se dire je n'ai plus de cotisants et comment je vais réduire les retraites demain. Ça fait des années qu'on se dit ça. Et que finalement, le rôle de l'État, c'est bien d'être là pour être aux côtés des familles et pour les accompagner dans ce désir-là au moment où elles sont flottantes. Ce que vous venez d'expliquer là, on l'a entendu au micro de Radio Courtoisie hier dans le Libre Journal de Jean-Pierre Dickès, par Claire de Gatelier, Famille et Liberté, qui fait aussi un très beau travail dans la même veine que ce que vous faites. Heureusement qu'il y a des femmes et des associations qui font ce travail de fond. Et Claire de Gatelier explique bien qu'on n'aborde pas cette question de démographie. Elle est très taboue. Et puis quand on l'aborde, quand Delevoye l'abordait, c'était pour dire, ne vous inquiétez pas les amis, l'immigration sera là pour compenser tout cela.
Alors sur les retraites, c'est faux. C'est faux. Pour fournir de la main-d'œuvre aux entreprises, vous pouvez faire venir des gens de n'importe où dans le monde, vous aurez de la main-d'œuvre pas chère. Et donc éventuellement, dans un libéralisme à tout crin, vous pouvez remplacer des salariés français défaillants par des salariés pas chers importés de l'étranger. En revanche, ça ne fournit pas le même niveau de retraite. Parce que si vous faites venir des gens que vous payez très mal, si vous faites venir des gens pour lesquels il faut faire un minimum de dépenses pour pouvoir les accueillir dans des conditions raisonnables, les loger, etc., et ben tout ça, ça coûte de l'argent à l'État et ça ne finance pas les retraites de gens qui ont des niveaux de salaire supérieurs. Donc c'est ça. C'est un leurre, en fait. C'est un leurre. Là aussi, on est dans l'idéologie totale. Donc ça, c'était votre troisième proposition, la bonification de 1000 points de retraite, quoi qu'il arrive, et vous dites, on peut peut-être les partager père, mère, selon les... C'est la loi européenne, donc de la même façon que les 8 trimestres sont attribués par défaut à la mère, mais partageables avec le père, voire transférables au père. D'abord parce qu'il y a malheureusement des hommes qui sont veufs et qui élèvent eux-mêmes leurs enfants. Il y a aussi des pères qui font le choix d'être celui qui est le plus à la maison pendant que leur femme travaille. Ça dépend des professions et il y a des couples qui font ça. Il y a aussi des couples très égalitaires qui partagent le temps qu'ils mettent auprès de leurs enfants. Puis on a encore cette liberté aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, à ce jour, c'est exceptionnellement, c'est essentiellement les mères qui sont auprès des enfants. Je rappelle que les mères représentent 94% des parents en congé parental, 82% des parents à temps partiel et quasiment la totalité des parents au foyer. Mais bien sûr, parce que la vie a ses droits. Quelles sont, parmi vos 7 propositions, celles que vous voudriez encore mettre en valeur, Marie-Laure Desbrosses ? Alors, je voudrais parler de cette histoire de bonification, parce que le gouvernement nous dit on va donner une bonification de 5% par enfant dès le premier enfant, et c'est une énorme avancée. Dans la réalité, ça ne l'est pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont supprimé ces 8 trimestres. Donc déjà, les 8 trimestres étaient dès le premier enfant, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil à faire quelque chose dès le premier enfant. Et puis, ils donnent cette bonification de 5% à un seul des 2 parents. Alors on pourrait se dire, comme ils vont le donner principalement aux mères, c'est plutôt mieux pour les mères, etc. Nous, on dit, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on demande aux mères de choisir, avant les 4 ans de son enfant, à qui la bonification va aller. Mmh. Si vous n'êtes pas... d'abord, vous pouvez vous tromper sur ce que vous ferez plus tard, parce que quand vous avez votre premier enfant, il y a beaucoup de femmes qui changent au fur et à mesure que la vie avance. Vous avez votre premier enfant, vous vous dites, je suis une carriériste, je travaillerai toute ma vie, j'adore mes enfants, mais j'ai envie d'être très investie professionnellement. Et puis, un beau jour, vous allez décider d'en avoir un deuxième, peut-être un troisième, et vous allez changer de regard, et pour des raisons d'organisation, et parce que vous voyez la nécessité d'être plus présent auprès de vos enfants, tout à coup, vous allez passer à temps partiel, vous allez vous dire, là, j'ai tel enfant qui a une difficulté, je vais prendre tant de temps pour m'en occuper. Et donc, vous aurez choisi de prendre les bonifications sur votre tête. Et en fait, la retraite que vous aurez sera très petite puisque vous aurez réduit votre temps de travail et donc vous allez avoir pas grand-chose. À l'inverse, une autre famille pourrait se dire c'est monsieur qui a le plus gros salaire, donc je vais mettre la bonification sur la tête de monsieur. Et puis, si monsieur meurt jeune ou si le couple se sépare, et tout à coup, la famille va y perdre. Nous disons que la bonification en pourcentage, c'est une reconnaissance de l'argent que les familles investissent dans leurs enfants et que donc toutes les familles vivent avec le salaire de monsieur, le salaire de madame, avec l'argent des 2. Et donc il est légitime que la bonification soit mise sur les 2. Quitte, s'il n'y a pas les finances nécessaires pour mettre des bonifications à gogo, à dire je préfère une bonification sur la tête du père et de la mère pendant la durée où ils ont les enfants à charge. Oui. Tant que fiscalement les enfants sont à charge du foyer, c'est à ce moment-là qu'il faut chaque année donner des bonifications. En plus, c'est plus lisible, c'est une mesure de politique familiale parce que vous savez que c'est la reconnaissance de l'argent que vous investissez pour vos enfants tout de suite. Et donc, vous avez tout de suite les points sans attendre l'âge de départ à la retraite. Vous venez de prononcer le terme de politique familiale. On a vraiment l'impression qu'on passe à côté de cette occasion qu'on aurait pu avoir, justement, d'une belle politique familiale, vous le disiez tout à l'heure, et qu'on ne voit on ne voit les choses que sous l'angle social, d'abord,
Et ça fait aussi des années qu'on a tout laissé glisser, à droite comme à gauche. Hein. C'est pas une question politique là pour le coup. Hein. Il y a vraiment même un délitement des consciences sur ce qu'est le vrai, quoi, la doctrine sociale de l'Église pour nous qui sommes chrétiens, mais pas seulement. Je pense que ça peut être partagé par beaucoup plus que les chrétiens. Comme exactement. Non, mais j'y pense parce que voilà, on l'a quand même bien. L'Église l'a bien développé en politique, en doctrine sociale de l'Église, mais tout cela est très flou. Et également la branche famille, finalement, une fois de plus, on tape dans cette caisse-là. Dites-nous, ça c'est juste une question qui me vient à l'esprit. Alors, oui, les droits familiaux, ils sont financés par la branche famille. Oui. Et après, ils sont payés par... en fait, il y a des transferts d'argent de la branche famille aux caisses de vieillesse qui ensuite financent la retraite. D'accord. Donc, on prélève au fur et à mesure les droits qui sont alloués aux familles et on leur verse au jour de la retraite. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, cet argent-là, on pourrait vraiment l'utiliser pour une politique familiale et ne pas mélanger. Non, c'est idiot ce que j'ai dit. Ça fait partie. Les droits familiaux dans la retraite font partie de la politique familiale. Encore faut-il bien les utiliser. Mais c'est ça. Et donc, nous sommes toujours sur les 7 propositions que vous faites, vous, le MMM. Par votre bouche, Marie-Laure Desbrosses, vous êtes donc porte-parole bénévole de ce mouvement qui se bat en ce moment pour alerter, pour obtenir des avancées, mettre le projecteur sur les points de dysfonctionnement. Vous le faites par vos moyens de communication. Et j'invite vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à les relayer, parce que là, on n'a pas le droit d'être passif là, en ce moment. On n'a pas le droit, parce que le plat ne repassera peut-être pas, hein, une fois que les choses seront... Alors, il repassera d'autant moins que... Alors, ce n'est qu'une rumeur. En tout cas, c'est ce que racontait le journal du dimanche hier. C'est que le gouvernement réfléchit, on ne sait pas s'il va le faire, à utiliser le 49.3 pour faire passer ce texte sans avoir une avalanche d'amendements. Et donc, ça voudrait dire que si le 49.3 est utilisé, que le texte passera tel qu'il est, sans le moindre changement. Donc, il vaut mieux se battre avant que le texte soit au Parlement. Après, il risque d'être trop tard. Voilà. Comment conseillez-vous aux mères de famille qui nous écoutent, aux parents, aux personnes qui nous écoutent, d'agir ? Voilà, on n'a pas tous les leviers comme vous pouvez les avoir, vous, dans les associations. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau ? Parler à qui ? Sur quel point précisément ? Dites-nous. Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment de s'informer. C'est pour ça qu'on a mis toutes ces informations en ligne sur notre site internet, sur Facebook. Je pense que si les gens comprennent ce qui se passe, ils seront déjà mieux à même d'agir. Bon. Ensuite, rejoindre, pour les personnes qui sont sur Facebook, rejoindre les pages et relayer ce qu'on fait, le diffuser, nous aide à faire connaître ça. C'est très important. Aussi, des choses aussi bêtes que de suivre une page Facebook, ça donne du poids. Parce que derrière, quand on va parler à un ministre ou à un député et qu'on dit on a 1000, 2000, 10 000 personnes derrière soi, c'est pas la même chose que si on dit voilà, je suis une gentille fille, je me représente moi-même et je parle toute seule. Et je parle toute seule. Et tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, les Français dorment tranquilles, faites toutes les réformes que vous voulez, ils s'en fichent. Et les mères, de toute façon, elles sont tellement débordées et, entre leur vie professionnelle et leur vie familiale qu'elles n'ont pas forcément le temps de militer aussi. Hein. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des femmes comme vous qui nous représentez. Donc, MMM France. Vous allez sur ce site, chers amis auditeurs, et après, vous déclinez selon les réseaux sociaux avec lesquels vous êtes à l'aise. Et ainsi, vous aurez au moins porté votre pierre à l'édifice. Je reviens sur un petit point que je ne trouve pas du tout... annexe. Dans la présentation que je faisais de vous tout à l'heure, Marie-Laure Desbrosses, je disais que vous êtes porte-parole bénévole du Mouvement mondial des mères, de Make Mothers Matters. Mothers Matter, et bénévole. Donc, c'est du temps que vous donnez en plus de votre activité professionnelle. Oui. Alors, j'ai la chance de travailler à mon compte, donc je travaille à temps choisi. Et comme c'est très important pour moi de défendre ce genre de choses, j'y consacre. Et j'ai vu sur votre site que toutes les femmes qui sont là sont bénévoles aussi. Oui. L'ONG est entièrement bénévole. C'est le principe.
Ça, je tiens vraiment à le dire aux auditeurs parce que ça rejoint ce qu'on a évoqué plusieurs fois dans notre entretien, y compris avec Isabelle Pellissier du Rosas, le don gratuit, le temps que l'on donne. Ma compétence professionnelle, je la donne gratuitement. Ça a du poids. À mon avis, ça peut déplacer les montagnes, en fait. Et surtout, ça donne aussi une certaine liberté parce qu'en fait, on voit que certaines structures qui dépendent trop de l'argent public, et ben derrière, c'est difficile de dire exactement la vérité aux gens. C'est ça. Parce que si vous dépendez de l'argent qu'on va vous donner, ben alors vous essayez de ne pas dire des choses qui fâchent trop, parce qu'on pourrait vous retirer vos subventions. Alors, un auditeur nous envoie un message en nous parlant des maires qui ont cotisé aux caisses Agir, Arco, qui risquent fort d'être spoliés. Mais tout à fait, à double titre, je pense. Dans ce projet, nous dit l'auditeur, il y a trahison et vol. Puisque le gouvernement a peut-être des yeux sur ces réserves, ces caisses, qui ne sont pas déficitaires, qui ont été vertueuses et qui finalement vont peut-être être mises dans le pot commun. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette arrière-pensée dans ce projet ? Oui, alors il y a des tas de choses. Ils ont les yeux sur toutes les caisses, pas seulement Agir Arco, y compris de certaines professions qui ont aussi été vertueuses. Mais je voulais dire quelque chose là-dessus. Il y a un certain nombre de professions qui défendent, et on comprend très bien pourquoi chacun défend son bout de gras. Mais c'est assez amusant. Enfin, je vais prendre l'exemple de la caisse des avocats. C'est pas pour attaquer spécialement les avocats, mais ils ont une caisse très bénéficiaire qui d'ailleurs finance le système général, et donc ils disent pourquoi est-ce qu'on touche à notre caisse ? Oui. Mais comme si c'est les avocats qui financent les avocats. Non. C'est le fait qu'il y ait des enfants demain qui financera la retraite des gens. Oui, c'est vrai que là, vous avez raison. Je vois ce que vous voulez dire. Dans le discours, ça correspond, ça contribue à polluer les esprits. C'est vrai que ça, c'est à marteler. Pourquoi qui va payer les enfants qu'on va mettre au monde ? Pourquoi les agriculteurs ont des petites retraites aujourd'hui ? Parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs autrefois, il y en a peu aujourd'hui. Et donc, ils ont une caisse qui est déficitaire parce qu'il y a peu d'agriculteurs aujourd'hui pour payer pour beaucoup d'agriculteurs hier. Mais la réalité, c'est que c'est les enfants qui payent pour les retraites. C'est pas telle profession qui paye pour la même profession. Et je reviens aussi sur ce que vous avez évoqué en passant tout à l'heure, le fait qu'on considère que les familles nombreuses, non seulement ne contribuent pas à l'effort général, mais mangent la planète aussi. Ça, c'est un aspect, c'est un poison qui est entré dans les esprits, ça. Ouais. Un vrai poison. Et d'ailleurs, je l'ai promis déjà aux auditeurs de Radio Courtoisie, je vais faire une émission essentiellement sur ce sujet-là. Je pense qu'elle sera l'émission de mars. Je tiens absolument à ce que nous ayons tous des contrepoisons, si vous voulez, des antidotes à pouvoir dire, parce que c'est tellement gros que parfois on en reste sans voix. Donc voilà, avoir des arguments là-dessus. Attention, on est en train de se... C'est un suicide. On revient au malthusianisme qui laissait penser... Enfin, on pensait il y a déjà plus d'un siècle que la planète était trop peuplée et qu'on n'arriverait à rien. Et on oublie qu'à chaque fois que naît un enfant, qu'il est éduqué, etc., c'est aussi un cerveau avec des neurones dans lequel il y a des idées qui vont peut-être trouver des solutions aux problèmes qui se passent aujourd'hui. Bien sûr. Marie-Laure Desbrosses, notre entretien va bientôt prendre fin sur la réforme des retraites et les maires. Le point aujourd'hui, on est 13 janvier. Peut-être que dans 8 jours, les choses auront à nouveau changé. J'invite vraiment les auditeurs à vous suivre sur tous vos liens MMM France. Je vous réinviterai s'il est nécessaire que nous remettions les choses sur le tapis. Avec grande joie, nous suivons tout à fait ce que vous faites. Dans les 2 minutes qui nous restent, avez-vous un point que nous n'avons pas abordé, que vous voudriez mettre en avant sur cette question ? Moi, je crois que je voulais parler de financement parce que on va avoir cette conférence de financement. Les syndicats vont avoir, mais c'est vrai que la question des retraites se pose en termes de financement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des choses insupportables. Là, nous sommes absolument favorables à la réforme des retraites. Nous ne pouvons pas faire peser sur nos enfants et sur la génération qui vient un truc insupportable où ils doivent financer des retraites magnifiques pour des gens qui partiraient très tôt et qui profiteraient de la vie pendant qu'eux devraient trimer pour financer beaucoup, beaucoup de vieux qui n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Ouais, donc il faut une réforme. Après cette réforme, on voit qu'on ne va pas pouvoir donner autant qu'avant et de façon aussi... large. Quand on donne un peu moins, il faut que ce soit fait de façon extrêmement juste.
Et nous, les propositions qu'on fait, elles sont pour qu'elles rendent justice au travail que font les mères, au travail que font les familles pour les enfants, sans donner des sangs et des... Enfin, il ne s'agit pas de donner des choses magnifiques, mais au moins de le faire que l'argent qui est investi pour les retraites soit de façon juste. Juste pour la paix, finalement. Hein, donc vous travaillez pour la paix au Mouvement mondial des mères. Oui, c'est notre ADN. Mais j'invite vraiment les auditeurs à aller voir tout le travail que vous faites, pas seulement sur cette question, et de manière beaucoup plus large pour mettre les mères en réseau. J'ai toujours beaucoup cru que ce serait par les femmes, par les mères que l'on pourrait réformer beaucoup de choses, tenir la société, cette fraternité dont vous parliez, Isabelle Pellissier du Rosas aussi, qui passe par les femmes, par les sentinelles de l'invisible. C'est un truc tout petit, mais en fait, une mère, elle a un talent un peu spécifique. Quand arrive un enfant de plus dans la famille, on n'a pas beaucoup de moyens en plus. On a parfois des moyens en moins quand la mère baisse son temps de travail, etc. Et une mère sait faire face et trouver des solutions. Et on a ce talent de trouver des solutions. C'est pour ça qu'on invite le gouvernement à nous écouter un peu plus. Écoutez, merci infiniment Marie-Laure Desbrosses d'être venue ce matin faire le point avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous allons suivre de près tout ce que vous faites, vos propositions et les appuyer autant que nous le pouvons les uns et les autres.